Bonjour à tous, je m'appelle Plaidipus, ceci est la première vidéo de ma chaîne. Si vous êtes ici, il y a des chances que vous ayez déjà vu Le Chant de la Mer. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le regarder avant cette vidéo, car il y aura des spoilers. Je vous parle de ce film car c'est évidemment un film que j'aime beaucoup, mais surtout parce qu'il me donne l'impression d'être une singularité, une étrangeté, dans le paysage de l'animation occidentale. Dominé par Disney, Pixar, DreamWorks, Blue Sky, etc., l'animation occidentale semble si lisse, si homogène. Je parle d'un point de vue visuel avant tout, c'est le plus flagrant car on a l'impression que tous les films se ressemblent, mais pas seulement. Les films pour enfants se veulent divertissants, comiques, simples, répétitifs et même un peu trop sages. Il y a des exceptions, bien entendu. C'est également un reproche que je fais au premier film de Tom Moore, Brendan et le secret de Kells, qui a été co-réalisé par Nora Twomey, ce qui n'en fait pas un mauvais film, bien au contraire. Mais comme il a plus de succès que Le Chant de la Mer, je préfère rendre honneur à un film qui mérite plus d'attention, selon moi. J'aurais également pu parler de Parvana, une enfance en Afghanistan, mais comme Tom Moore n'a pas réalisé lui-même le film, il l'a produit, je ne l'inclus pas dans cette vidéo. Merci de votre compréhension. Je ne dis pas non plus que les films Disney et leurs copains sont des bouses, je les trouve simplement moins intéressants à voir, même si j'en apprécie et adore certains. C'est donc dans cette industrie de l'animation saturée qu'on voit apparaître quelques films indépendants, plus discrets, plus adultes aussi, qui ont leur propre charme. Et bien entendu, il y a l'animation orientale à la japonaise qu'on ne présente plus. Et le film dont je vous parle aujourd'hui, produit en Europe, en est fortement inspiré, ce qui explique en partie pourquoi il est si différent. Voilà une petite présentation du Chant de la Mer, avant de se lancer dans les explications plus poussées. Le Chant de la Mer, sorti en décembre 2014, est le deuxième long métrage d'animation réalisé par Tom Moore. Connu pour avoir été nominé aux Oscars 2015, il a reçu un accueil critique très favorable, tant pour son animation atypique que pour son histoire. Il raconte l'aventure vécue par Ben, 10 ans, et Maïna, 6 ans, qui vivent dans un phare isolé avec leur père. La disparition mystérieuse de leur mère, lors de la naissance de Maïna, plane encore sur la petite famille. Ben en veut à sa sœur pour cela. La nuit de son anniversaire, Maïna découvre qu'elle peut se changer en Selkie, une créature au chant mélodieux et magique, qui ressemble à un phoque. Mais pour cela, elle a besoin de son manteau de Selkie. Ben et Maïna devront alors parcourir la campagne irlandaise pour récupérer le manteau, afin de libérer les êtres magiques, changés en pierre par une sorcière, Masha, qui poursuit Maïna. Ils obtiendront en chemin les réponses à la disparition de leur mère et leur famille pourra enfin avancer. Le Chant de la Mer est écrit comme une histoire réaliste, où la magie ne sert qu'à illustrer son propos, centré sur des problématiques réelles. Ce film traite ses spectateurs, enfants et adultes, avec intelligence, il ne leur donne pas une morale concrète. Il les laisse tirer leurs propres conclusions, s'ils le souhaitent. Sur ces bonnes paroles, je vais vous parler de ce qui rend ce film si singulier, de sa création au résultat final, et là je me permettrai de sortir des faits concrets pour me lancer dans l'analyse subjective. Je vais donc commencer par l'aspect technique, qui est particulièrement intéressant. Les inspirations, les collaborateurs, les raisons de l'existence de ce film et la façon dont il a été mis en œuvre, tout cela a son importance dans le résultat final. Le Chant de la Mer est un concentré de tant d'influences, comme la plupart des œuvres d'ailleurs, ça ne lui est pas spécifique. Je trouve en revanche ces influences très rares dans le milieu, donc insolites. Avant Brendan et le secret de Kells, Tom Moore avait jusque-là produit des séries animées, peu connues en dehors de l'Irlande. Avec le studio Cartoon Saloon, qu'il a fondé avec les animateurs Paul Young et Nora Twomey en 1999. C'est pendant la production du premier film que Moore se met à réfléchir à un nouveau projet, qui lui a été inspiré par une triste scène à laquelle il a assisté lors de vacances en Irlande de l'Ouest avec son fils. Ils ont vu des dizaines de phoques massacrés et abandonnés sur une plage, tués par des pêcheurs locaux qui étaient frustrés par la chute des stocks de poissons et, par dépit, s'en sont pris à ces animaux. Moore en a discuté avec sa logeuse en parlant de l'importance des croyances, dans ce cas le folklore entourant les Selkies, dont le but était avant tout d'inspirer le respect de la nature et comment celles-ci se sont perdues. La logeuse a assuré que, quelques décennies plus tôt, personne n'aurait osé faire une chose pareille. Les phoques représentaient alors les âmes des défunts, perdus en mer, ils étaient donc intouchables. Moore a alors pensé à une histoire qui permettrait aux enfants de redécouvrir les légendes et le respect de la nature qu'elles inspirent. La facilité avec laquelle humains et animaux vivent en harmonie, tout en les ancrant dans un contexte moderne, pour retrouver leur connexion avec la nature. Ce mélange entre folklore, nature et relations familiales est très proche du cinéma de Hayao Miyazaki. Moore a d'ailleurs déclaré s'être énormément inspiré de ces films, notamment de Mon voisin Totoro, et qu'il désirait faire des films de ce genre, des films mélancoliques et familiaux, qui prennent leur temps, qui s'attardent sur des détails pour créer une ambiance. Ils distillent mythologie et écologie dans leurs histoires. Ainsi,
Piochant dans les mythes irlandais et écossais, Moore et son scénariste Will Collins se mettent à travailler sur un film qui contient à la fois des éléments issus du folklore irlandais, des contes comme la méchante sorcière qui emprisonne des enfants, et une profondeur psychologique par les sujets qu'il traite, assez durs et inhabituels dans un film pour enfants. À la même période, un autre projet lui est proposé. Il s'agit de l'adaptation animée de The Prophet, projet ambitieux rassemblant plusieurs petits animateurs nominés ou récompensés, tels que Johann Sfar, plus connu en France. Chaque animateur crée alors une séquence du film, chacune illustrant un poème de Khalil Gibran. Intéressé par ce projet, Moore ne veut pas y renoncer, bien qu'il travaille déjà sur Le Chant de la Mer. Il décide donc de co-réaliser avec Ross Stewart, à qui il donne les rênes de sa séquence de The Prophet. Travaillant alors sur deux fronts, Moore doit déléguer à d'autres studios européens indépendants certains éléments de son film, n'ayant pas les moyens de le produire uniquement en Irlande. Cette organisation typique des productions européennes rajoute à la singularité du film. Moore a souhaité retrouver le grain de l'animation en 2D traditionnelle, de moins en moins présente aujourd'hui, tout en ayant accès aux possibilités offertes par le numérique. Il pense que l'animation en 2D est intemporelle, contrairement à l'animation en 3D, qui vieillit rapidement en raison des progrès technologiques qui ne s'arrêtent jamais. Il suffit de voir la différence entre un film en 3D sorti dans les années 2000 et un nouveau Disney. La 2D lui plaît également pour un film adressé aux enfants, car elle permet de se projeter plus facilement dans un personnage visuellement simplifié, là où les films en images réelles ou en 3D réaliste nous présentent quelqu'un. De plus, l'animation permet d'explorer des choses plus sombres que le live action, des choses qui seraient moins tolérables à voir en images réelles. La particularité la plus évidente du Chant de la Mer est sa patte visuelle unique. Ce mélange de dessin en aquarelle et de calque numérique donne un rendu très vaporeux à l'image. Le style de dessin, fort en arabesque, ne cherche pas à être réaliste, mais au contraire se trouve quelque part entre des dessins d'enfants et des illustrations médiévales. Le manque de profondeur, les traits jamais droits, tout cela est volontaire, je n'accuse personne de ne pas savoir dessiner. La technique de l'aquarelle en taches de couleurs mêlées est associée à une esthétique celtique, inspirée des pierres gravées de lignes Ogham, l'alphabet du vieil irlandais. Le monde réel est vu à travers un filtre poétique et fantaisiste. Pour ses décors naturels, de falaises et de côtes en dents de scie, Moore s'est également inspiré des tableaux du peintre irlandais Paul Henry. Il s'est aussi inspiré de la péninsule de Dingle, prisée par les réalisateurs. La couleur est travaillée avec une dominance de bleu qui est associée à l'eau et à la magie. Les couleurs apaisantes de la mer, ainsi que les couleurs chaleureuses de la campagne et de la forêt, s'opposent aux couleurs ternes et grisâtres de la ville, dans laquelle les deux enfants sont emmenés de force. Cette ville est polluée et triste, malgré la présence d'enfants en ce soir d'Halloween. Il y a clairement une opposition entre la magie, la nature et la modernité qui les fait disparaître petit à petit. La direction artistique est orchestrée par Adrien Mérigeau. Aux côtés de Moore, il coordonne l'avancement de chaque studio européen. Cartoon Saloon en Irlande, Mélusine Productions au Luxembourg, Norlum au Danemark, Superprod en France et The Big Farm en Belgique. Moore a passé des mois à aller et venir entre chaque studio, mais ne l'a regretté à aucun moment, tant il a aimé ce grand travail d'équipe. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'en France, le film a été mis en avant comme œuvre de Superprod avant les autres, qui risquent de moins parler aux spectateurs. Petit autre fait amusant, certains noms ont été modifiés en VF pour être plus compréhensibles et sonnent donc plus bretons qu'irlandais. La musique aux inspirations celtiques a été produite en France par Superprod avec la même équipe que celle qui a composé la BO du Secret de Kells. Pour la version anglaise, la chanteuse irlandaise Lisa Hannigan a prêté sa voix au personnage de Bruna, la mère disparue de nos jeunes héros. Non seulement elle a chanté plusieurs chansons, en anglais et en gaélique, mais sa voix a servi d'instrument, si on peut dire, sur plusieurs morceaux de la BO, renforçant cette ambiance mélancolique. En France, c'est la bretonne Nolwenn Leroy qui l'a doublée. Nolwenn Leroy a donné de la voix sur 2 chansons originales, en français et celtique. Moore a été très satisfait de cette coopération internationale, la préférant à travailler avec une seule boîte de production. C'est cette grande collaboration et cette liberté créative totale qui lui font aimer l'animation indépendante. Il voit la nomination aux Oscars du Chant de la Mer comme une sorte de reconnaissance et d'approbation de la part des grands studios d'animation hollywoodiens. Passons à présent à l'aspect qui m'a fait choisir ce film plutôt que Kells ou qu'un autre. Il s'agit de l'histoire qu'il raconte, une sorte de conte ancré dans le monde moderne. Moore a d'ailleurs expliqué qu'il s'était concentré sur le storytelling par l'animation et le design artistique pour Brendan, alors que pour Le Chant de la Mer, il a recherché une histoire forte, qui résonne chez les adultes comme chez les enfants, et qui prend son temps pour instaurer une ambiance. Mais ce n'est pas tout, je pense que les personnages, complexes et bien écrits, et que les thèmes abordés, plutôt matures, font la force de ce film.
Ben est un enfant roi, un enfant unique, jusqu'à ses 4 ans où tout a basculé. Il a perdu sa mère, dont il était très proche, et il a obtenu une sœur qui demande énormément d'attention. Il s'est retrouvé avec un père endeuillé, perdu et distant. Au début du film, Ben est jaloux de Maïna, qui a tous les droits en raison de son handicap, et se montre excessivement cruel avec elle. Mais comme on s'en aperçoit très vite, il est simplement triste de ne pas avoir de lien avec son père, et rejette la faute sur sa sœur. Une colère qui n'est pas aidée par le fait qu'il tient Maïna pour responsable de la disparition de leur mère. Notre protagoniste est donc mal engagé, parfois antipathique. Mais on voit sa passion pour les légendes, son affection pour son chien, et la compréhension qu'il reçoit des autres. Son aventure l'aide alors à grandir, à pardonner et à comprendre. Il découvre la véritable identité de Maïna, et lorsqu'elle est en danger ou affaiblie, il se transforme en grand frère protecteur. Il affronte même sa peur de l'eau pour la sauver. En chemin, il apprend pourquoi sa mère est partie, comprend que Maïna n'y est pour rien, et fait son deuil. À la fin du film, lorsqu'il revoit sa mère, qui veut emmener sa sœur parmi les êtres magiques, il la supplie de laisser Maïna vivre avec lui et leur père. Elle est l'incarnation de l'innocence et de la curiosité des enfants. Elle est naïve, joyeuse, aventureuse, ne peut pas comprendre ce que son frère lui reproche, car elle n'a rien vécu de tout cela. Malgré le comportement mauvais de Ben et la dureté de sa grand-mère, qui n'arrive pas à comprendre d'où lui vient ce handicap, elle reste douce et rêveuse. Son père la chouchoute, car elle est au final le seul lien qu'il a encore avec sa femme. Maïna elle-même n'a pas de présence maternelle, mais n'en a pas vraiment besoin car elle possède un lien magique avec sa mère. Elle explore le monde et n'a peur de rien, se sentant inexplicablement attirée par tout ce qui est de l'ordre du surnaturel, appelé par sa nature de Selkie. De tout le film, Maïna ne parlera qu'à la toute fin, et ce sera pour demander de rester parmi les humains. Elle n'est pas muette de naissance, elle n'a tout simplement pas besoin de parler, car elle est heureuse ainsi. Elle pardonne tout à Ben avec une grande simplicité, lui apprenant justement à voir la beauté du monde. Ressemblant étrangement à la sorcière Masha, la grand-mère des enfants est sévère. Elle impose ses règles et mène la petite famille dérivante d'une main de fer. Elle voit son fils perdre pied et tente d'épargner la même chose aux enfants. Bien qu'elle semble tyrannique aux yeux de Ben, elle cherche seulement à prendre soin d'eux du mieux possible, mais se montre trop maladroite. Elle est associée à Masha qui a transformé son fils désespéré en statue de pierre pour le délivrer de sa souffrance. La sorcière croit bien faire en faisant disparaître les émotions négatives, comme la colère ou la tristesse, mais condamne les êtres magiques à avoir, littéralement, des cœurs de pierre. Confrontée au mal qu'elle a fait subir aux autres, elle comprend que toutes les émotions, positives et négatives, sont importantes, que nous en avons besoin pour être de véritables personnes. Ben lui prouve qu'il est possible de vivre avec une douleur, que l'on peut contrôler sa peur, que les émotions sont les moteurs qui nous poussent à agir. Connor est présenté comme un mari aimant, dévasté par la perte de sa femme. 6 ans plus tard, il ne parvient pas à s'en remettre, étant lui aussi dans l'incompréhension. Chaque année, il se rend au pub pour se remémorer seul la disparition de Bruna. Il doit s'occuper de ses enfants, dont une fillette pour laquelle il s'inquiète et qui reçoit toute son attention. Il a peur qu'elle disparaisse aussi et fait tout son possible pour la cajoler. Il ne comprend pas le comportement irrespectueux de Ben, ne voyant pas la souffrance que son fils endure. Lorsque Maïna trouve le manteau de Selkie qu'il avait caché, il le jette à la mer, craignant de la perdre à son tour. Il finit par la laisser le remettre, car elle risque de mourir si elle ne se transforme pas. Il accepte ainsi la nature de Maïna et lui accorde sa confiance. Il peut alors faire ses véritables adieux à sa femme, aller de l'avant et se consacrer à ses 2 enfants. Le deuil ou le divorce. La disparition de Bruna s'apparente aux deux, que ce soit pour les enfants ou pour le père. Il s'agit en tout cas d'une rupture brutale, que les enfants peinent à comprendre, et pour laquelle ils se sentent généralement coupables. Ici, Ben rejette la faute sur Maïna, mais voit que cette rupture n'a rien à voir avec eux. Connor est également en plein questionnement. Pourquoi est-elle partie ? Il n'a aucune réponse et doit retrouver son équilibre seul, tout en élevant 2 enfants. Il compte sur le soutien de sa propre mère, mais elle ne peut pas tout comprendre. Les relations fraternelles compliquées. Ben a le rôle du grand frère, le protecteur, comme lui a dit sa mère. Il rejette ce rôle, car si personne ne s'occupe de lui, pourquoi devrait-il s'occuper de sa sœur ? Il n'accepte ce rôle qu'en cas de grand danger, puis se montre de plus en plus prévenant face à la gentillesse de Maïna. Maïna est aussi une enfant hors norme, à cause de son mutisme. Elle s'apparente à un enfant handicapé ou un enfant malade, qui a droit à beaucoup d'attention, mais aussi beaucoup de passe-droit. C'est cela que son frère lui envie. Évoquer la vie avec un enfant hors norme, du point de vue d'un frère que l'on pourrait voir comme méchant et rare, tabou et intéressant, ce que les parents ont souvent du mal à voir. L'importance de la douleur. Masha croit bien faire en supprimant toute mauvaise émotion, ce dont nous avons tous déjà rêvé. Mais elle comprend, Ben comprend aussi, que les émotions négatives sont à maîtriser et à comprendre, pas à renier ou supprimer complètement. La nature. La raison pour laquelle Moore a fait ce film est de permettre aux enfants de retrouver la magie des vieilles légendes, celle qui avait une raison d'être. Cette raison était d'inciter les gens à respecter la nature et ses créatures, sous peine de subir sa colère.
Ici, il rend aux Selkie et à tous leurs cousins magiques leur grandeur et l'espoir qu'ils véhiculent. Chez Moore, la nature est belle et mystérieuse. Chaque pierre gravée que l'on croise, chaque terrier que l'on aperçoit renferme un secret qu'il faut protéger. Cette nature s'oppose à la vie moderne et citadine qui pousse les individus à s'isoler. C'est ce message qu'il a cherché à transmettre aux enfants et aux adultes qui veulent l'entendre. Vous ne verrez plus ce film de la même façon. Ou peut-être que si vous avez déjà remarqué tout ça. Bref, au final, je me plains que Le Chant de la Mer n'a pas eu l'attention qu'il méritait, mais il a quand même droit à son public, très attaché à lui, et il a reçu quelques récompenses, même si l'Oscar lui est passé sous le nez. Voilà donc les prix que Moore a eus pour sa petite merveille. C'était une belle façon de conclure, en toute modestie, alors cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ou de revoir ce film. Personnellement, je ne m'en lasse pas. Merci d'avoir regardé, salut à tous!